Le droit, tout droit, par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois en collaboration avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons à deux sujets particulièrement d'actu ces derniers mois, l'application des peines et les mandats de dépôt. Avec nous pour parler de tout ça, Rémi Stéphane, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau d'Épinal, le cabinet Welzer et Associés. À vos côtés, Renaud Gérardin, bonjour. Bonjour Ludovic. Avocat également, bien sûr, au barreau d'Épinal, le cabinet G2A. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau donc, pour parler de l'application des peines et des mandats de dépôt. Rémi Stéphane, un petit mot déjà d'actu pur et dur. C'est vrai que voilà, l'application des peines, on a le sentiment, le grand public a le sentiment que cette application des peines est, on va dire, un petit peu laxiste, un petit peu light. Quel regard vous avez globalement sur cette thématique ? On entend régulièrement que les peines ne sont pas appliquées. Nous, professionnels, voyons quand même des gens être incarcérés quand le tribunal a prononcé des mesures d'incarcération. Donc il y a malgré tout une vraie effectivité des peines. La problématique à laquelle se heurte la justice, c'est plutôt la problématique des délais, avec effectivement des délais pour juger et des délais pour exécuter les décisions de justice qui sont de plus en plus longs, et ce sans doute lié à un manque de moyens de la chaîne judiciaire. On va y revenir en détail. Renaud Gérardin, juste sur le deuxième thème qu'on va aborder dans 10 ou 15 minutes, les mandats de dépôt. Les mandats de dépôt, c'est l'incarcération, on va parler de ça. C'est l'envoi en maison d'arrêt, en maison de détention. Oui, c'est un élément qui est dans l'arsenal, dans notre arsenal judiciaire, qui est, je crois, de plus en plus utilisé par les juges ces dernières années. Qui se font aussi écho aux craintes qui sont largement reprises dans les médias, par les politiques, liées aux problèmes qui sont largement soulevés d'insécurité. Et avec cette actu, évidemment, le mandat de dépôt dont a été victime, entre guillemets, bien sûr, Nicolas Sarkozy, l'automne dernier, ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de réflexions, justement, autour de ce thème. Justifié, pas justifié, sévère, pas sévère. Bon, on va pas juger, on va juste expliciter les choses. C'est l'objet de cette émission. Allez, Rémi Stéphane, donc, l'application des peines. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par application des peines ? Dans le sens où, rappelez-nous en détail, il y a des peines avec sursis, avec plus ou moins de durée longue, et derrière, il y a de l'emprisonnement éventuellement. Rappelez-nous la graduation, évidemment, des peines. Vous avez dit le mot qui est le principe essentiel du droit pénal, c'est la graduation des peines. C'est ce qu'on appelle l'échelle des peines. Dans la loi, il est prévu que la peine d'incarcération ferme doit être la dernière solution quand on n'a pas pu faire autre chose. Donc, sur une personne qui n'a jamais commis d'infraction, selon la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, on va plutôt commencer par des mesures qu'on va appeler alternatives à l'emprisonnement. Ça va être des peines de sursis, simples. Ça peut être une peine de sursis probatoire avec un travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui va surveiller la personne, qui va lui imposer des obligations comme travailler, se soigner quand il y a des problématiques, par exemple, liées à l'addiction. Et la peine d'emprisonnement ferme dans notre droit doit arriver vraiment comme la dernière solution quand on a tout essayé, que ça n'a pas fonctionné et que la société a besoin d'être protégée de la personne, c'est-à-dire qu'on va éloigner la personne de la société pendant une durée déterminée. Énormément de cas d'affaires, énormément de types de jugements, énormément de thèmes de jugement, mais bien sûr, l'application des peines du sursis, différence entre sursis et ferme, dès qu'on est sur de la violence intrafamiliale, enfin de la violence conjugale, familiale, que sais-je, et du crime pur et dur, j'ai envie de dire, là, la prison ferme, généralement, on est tout de suite là-dessus, bien sûr. Sur les crimes, bien sûr, on va parler immédiatement de prison ferme. On va même parler de détention provisoire, c'est-à-dire qu'on va incarcérer la personne provisoirement dans l'attente de son jugement au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il y a un autre principe essentiel qui est la personnalisation de la peine. Il faut que le magistrat cherche la peine la plus adaptée à la personne. Il n'y a pas de règle qui veut dire
tel fait est égal telle chose, est égal telle peine. On va regarder individuellement pour chaque dossier ce qui paraît être la meilleure solution pour protéger la société d'une part et réinsérer la personne dans la société. Alors, qu'on soit très clair aussi, il y a eu une évolution toute récente, c'était en 2021, grosso modo une peine de moins d'1 an d'emprisonnement. Avant, c'était 1 an, et donc au-delà d'1 an, au-delà de 2 ans, pardon, on allait en prison. Si c'était moins de 2 ans, il y avait de l'aménagement de peine, on va en parler. Là, ça a changé tout récemment, Renaud Girardin, donc désormais, c'est 1 an. Ces 2 ans sont passés à 1 an, ce qui illustre un durcissement des peines. Oui, alors, quand on parle de ça, on parle de l'aménagement potentiel d'une peine d'emprisonnement ferme. Alors effectivement, il y a quelques années, le législateur est venu durcir ce régime d'aménagement des peines fermes. Avant, le régime était que lorsqu'un prévenu était condamné jusqu'à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, il pouvait faire l'objet d'un potentiel aménagement de peine, décidé par le juge d'application des peines. Et désormais, une personne qui est condamnée à une peine de maximum 1 an d'emprisonnement peut se voir aménager cette peine et potentiellement éviter l'incarcération pure et dure. Ce qui illustre, comme je le disais, un durcissement des décisions de justice, quoi, clairement. Ah bah ça signifie qu'on souhaite qu'une personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme assez longue, en tout cas plus d'1 an, passe par la case prison. On voit quelques images, on a vu quelques images de la dernière grosse audience, c'était aux assises pour notamment acte de barbarie au tribunal judiciaire d'Épinal. Bon là par exemple, Rémi Stéphan, vu la gravité des faits, comme on l'a dit tout à l'heure, la prison ferme, on arrive rapidement sur de la prison ferme. La volonté là est de protéger la société. On a des peines qui sont lourdes et des aménagements de peine qui n'interviendront pas dans l'immédiat. Aménagement de peine, pareil, ça mériterait une émission à part entière tellement il y a de choses diverses et variées, mais dans les grandes lignes, quel type d'aménagement pour quel type de délit, d'infraction, grosso modo, ce que vous voyez au quotidien et l'évolution récente de ces aménagements de peine? La mesure qui a pris sans doute le plus de place dans l'aménagement de peine, c'est le bracelet électronique. C'est ce qu'on appelle la détention, également la détention à la maison, avec un bracelet qui est posé à la personne, qui a interdiction de sortir de son domicile pendant certaines heures. Donc, on va regarder si la personne travaille, bien sûr, pour qu'elle puisse continuer à travailler. On va octroyer également des possibilités de sortie pour le loisir, la vie de famille. Mais il y a une obligation qui est de demeurer à la maison pendant certaines heures. C'est la détention à la maison. Est-ce que vous savez combien de bracelets électroniques notre département, le tribunal judiciaire d'Épinal, dispose-t-il ? Alors le nombre, non, je l'ignore. Je sais qu'on a 35 bracelets anti-rapprochement. Ouais, ça c'est encore autre chose. C'est dans le cadre de violences conjugales, intrafamiliales. Mais vraiment, le bracelet électronique a pris une dimension assez importante dans les aménagements de peine. Ça marche ? Ça fonctionne. C'est malgré tout assez les personnes que l'on peut côtoyer qui ont été placées sous bracelet électronique. Ça nécessite d'être rigoureux. Parce que le matériel n'est pas toujours infaillible non plus. Il y a des alarmes intempestives qui peuvent se déclencher selon la typologie de domicile qu'on peut avoir. Mais ça permet vraiment essentiellement de permettre à la personne de conserver un travail, notamment quand elle en a un, et d'éviter la perte d'un emploi pour une incarcération avec la nécessité après de retrouver du travail, etc. Renaud Girardin, quid d'une procédure d'aménagement de peine? Il y a celle-ci, il y a les travaux de l'intérêt général, enfin il y en a plein. Si tout cela n'est pas respecté, comment ça se passe? Alors, si on retrace un petit peu, on va dire, le parcours, un prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement ferme et le tribunal va décider de ne pas incarcérer immédiatement la personne, c'est-à-dire de ne pas délivrer de mandat de dépôt. Il lui est remis à l'issue de cette audience une convocation à une audience qu'on appelle audience collective devant le juge d'application des peines, où les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme vont être convoquées devant le juge d'application des peines et devoir transmettre un certain nombre de justificatifs sur leur situation personnelle, professionnelle, familiale.
et émettre des propositions d'aménagement de peine. Ça peut être, c'était évoqué, l'aménagement sous la forme d'un bracelet, donc d'une détention à domicile. Ça peut être une demande de conversion de cette peine d'emprisonnement ferme en accomplissement d'un travail d'intérêt général, par exemple. Et puis, il y a d'autres possibilités. La possibilité également de convertir cette peine d'emprisonnement en une amende. Et le juge d'application des peines va apprécier au regard des éléments qu'il a entre ses mains si la personne peut faire l'objet d'un aménagement. Alors ça tiendra bien évidemment compte de sa situation personnelle et puis de la nature des faits qu'il a pu commettre. Il y a toujours ce contrôle. Bien sûr, il y a un suivi, il y a un contrôle. Si le suivi n'est pas probant, s'il y a des travaux d'intérêt généraux qui ne sont pas faits, des amendes qui ne sont pas payées, que sais-je. Évidemment, ça durcit. Est-ce que la peine derrière, elle est un peu plus dure ? Alors, c'est l'étape d'après. Hein. Je le disais, le juge d'application des peines, il apprécie. S'il estime qu'il a tous les éléments pour prononcer cet aménagement, il le fait. S'il a un certain nombre de doutes ou si il souhaite se voir communiquer des justificatifs, il peut convoquer le condamné à un débat contradictoire et décider à l'issue de ce débat contradictoire. Si ça n'est pas le cas, si je le disais, il a tous les éléments entre les mains, il va prononcer cet aménagement de peine et toujours exercer un contrôle, un suivi par l'intermédiaire notamment des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et par exemple, un travail d'intérêt général qui ne serait pas réalisé conduirait le condamné à repasser devant le juge d'application des peines pour cette fois-ci se voir notifier son incarcération. Rémi Stéphan, le juge d'application des peines, justement, il y a eu récemment une petite polémique avec Bruno Retailleau qui disait que des juges d'application des peines n'existaient qu'en France et en Italie. Il y a une actu autour des juges d'application des peines. C'est une spécificité française. Comment ça se passe ailleurs ? Alors, je ne pense pas que ce soit une spécificité française. Je pense que le juge d'application des peines a une mission qui est difficile, mais qui est essentielle dans notre droit, parce que c'est lui qui va préparer la sortie de la personne incarcérée, par exemple. L'entrée et la sortie. Ça peut être, effectivement, il peut avoir entre guillemets, les clés de la prison pour faire rentrer quelqu'un, notamment quand il y a une violation des obligations du bracelet électronique ou d'un sursis ou d'un travail d'intérêt général. Mais quand une personne sort de prison à la fin de peine, cette personne va parfois se retrouver livrée à elle-même. Elle va avoir été incarcérée sur des temps qui vont parfois être très long, et le fait de sortir et de ne rien avoir, c'est quelque chose qui peut être catastrophique et susciter de nouveaux actes délictueux. Préparer la sortie de détention, c'est essentiel parce que ça va permettre à la justice de garder l'œil sur la personne, de lui fixer des obligations et de dire vous allez pouvoir sortir plus tôt, mais à la condition de travailler, donc de monter un projet professionnel pendant l'incarcération, de continuer à vous soigner parce qu'on estime que les faits que vous avez commis, par exemple, ont été sous l'emprise d'addiction aux stupéfiants ou à l'alcool. Donc vous allez continuer à vous soigner et la justice va ainsi pouvoir libérer la personne un peu plus tôt, mais garder un œil sur elle, et c'est sans doute ce qui permet d'éviter le mieux la récidive plutôt que ce qu'on appelle une sortie sèche. Et ça, c'est aussi le travail du juge d'application des peines. Et ça, c'est le travail du juge d'application des peines qui, effectivement, est en première ligne quand, malheureusement, une personne qui a bénéficié d'une mesure de confiance récidive. On parle beaucoup de ce qui ne fonctionne pas, mais il y a aussi beaucoup d'aménagements de peine qui fonctionnent bien, mais qui ne défraient pas la chronique judiciaire et médiatique. Ok, allez, on aurait pu donner pas mal d'exemples. On va passer à l'autre thème qu'on voulait aborder, les mandats de dépôt. Renaud Gérardin, on en a dit deux mots en introduction de cette émission. Voilà, les mandats de dépôt, c'est tout simplement la case prison, direction la case prison évidemment pour le prévenu qui désormais est accusé, on va dire ça comme ça. Ces mandats de dépôt, il y en a plusieurs sortes. Alors, quand on dit mandat de dépôt, déjà, il y a différents mandats avant le mandat de dépôt. Quels sont-ils ? Mandat d'amener, mandat de...
Alors, le mot mandat, on entend ça, différent. ils obéissent chacun à un régime différent. Le mandat de dépôt, c'est le tribunal qui décide d'incarcérer la personne à l'issue de son procès. Lorsque la décision est prononcée, il est décerné mandat de dépôt. Ça veut dire que le prévenu est condamné sous escorte immédiatement à la maison d'arrêt. Vous avez aussi, est entré dans l'arsenal judiciaire, le mandat de dépôt différé. Dont a été sujet effectivement Nicolas Sarkozy l'automne dernier. Voilà, donc qui a vocation à présenter un caractère un tout petit peu moins brutal, c'est-à-dire que la personne est convoquée devant le procureur de la République qui va lui notifier dans les jours qui suivent, je crois qu'il a un délai d'1 mois pour lui notifier la date à laquelle il sera incarcéré, ce qui lui permet de s'organiser un tout petit peu et d'envisager cette incarcération, on va le dire, d'une manière un peu moins brutale. Vous évoquiez également le mandat d'amener. Alors le mandat d'amener, c'est l'obligation... Juste pour expliquer les 2 autres mandats qu'il y a. C'est un acte que peut délivrer un juge pour se faire conduire une personne devant lui, par exemple un juge d'instruction qui est à la recherche d'une personne mise en cause dans une affaire, par exemple. Et puis, on a le mandat d'arrêt où la personne qui n'est pas présente au moment où la décision est rendue, qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, il sera décerné mandat d'arrêt et à charge pour les policiers, les gendarmes, de le rechercher et de le conduire devant le procureur avant qu'il soit incarcéré. Rémi Stéphan, l'évolution de l'appréciation et de l'usage de ce mandat de dépôt ces dernières années, comment vous la jaugez? Évidemment, on l'a dit tout à l'heure en introduction, selon le type d'affaires, dans le cadre de violences familiales, de violences sur personne, de crimes, etc. Là, la question ne se pose pas trop. Sur d'autres thématiques, ça se pose. Notamment les atteintes aux biens, c'est ça? On peut avoir parfois effectivement des atteintes aux biens qui sont graves, avec des préjudices qui sont importants. Je pense notamment à des dossiers qu'on a pu voir de distributeurs automatiques qu'on fait exploser, avec des montants de préjudice et un danger pour les personnes qui va être le cœur du débat pour savoir si on applique ce mandat de dépôt. Mais encore une fois, le mandat de dépôt, ça doit demeurer l'exception. Juridiquement, on a un droit d'appel, on a le droit de faire réexaminer sa situation par un autre juge. Le principe, c'est que la peine ne s'applique pas tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée. L'exception, c'est le mandat de dépôt. On applique tout de suite la décision du premier juge parce qu'on estime que la personne représente un danger et qu'on ne peut pas la remettre en liberté tout de suite. Je pense qu'il faut toujours garder ces principes essentiels de notre droit à l'esprit, en dépit de ce qu'on peut entendre, du sentiment d'impunité qui est parfois vilipendé dans les médias ou d'insécurité. Il faut que nos principes soient malgré tout protégés. Vous parlez des médias, nous, on ne fait que relater la vérité, Je ne vous mettrai pas en cause personnellement, Ludovic. Non, mais ça pour dire qu'effectivement, c'est juste des faits relatés, mais voilà, en aucun cas, évidemment, une démarche partisane quelconque. J'explicite la chose. Mandat de dépôt, donc après une condamnation de prison ferme, mais bien sûr, possibilité de faire appel. Est-ce qu'on utilise ce terme mandat de dépôt, bien que la personne demeure en détention provisoire? On va parler, quand la personne passe devant le tribunal et jugée en première instance, d'un mandat de dépôt. Et quand la personne fait appel, effectivement, elle va être placée dans un régime de détention provisoire. Et la personne va pouvoir, comme Nicolas Sarkozy l'a fait, formuler une demande de mise en liberté à la cour d'appel pour demander à être remise en liberté dans l'attente de son jugement. Ce que Nicolas Sarkozy a fait, et obtenu à l'égard de la cour d'appel de Paris. Voilà, on parle de Nicolas Sarkozy, forcément, c'est un nom, c'est une personnalité, etc. Le justiciable lambda, sous mandat de dépôt pour un crime ou des délits matériels comme un braquage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une graduation dans l'appréciation d'un mandat de dépôt ou pas, dans le cadre donc d'une procédure en appel? Dans le cadre d'une procédure en appel, on va juger, ça va être
toujours le principe de l'individualisation de la décision. On va regarder ce que la personne va pouvoir offrir en termes de garantie, notamment pour se représenter à son procès en appel. Est-ce que cette personne dispose d'un travail ou pas? Est-ce qu'elle dispose d'un logement stable? Est-ce qu'il y a un risque que cette personne cherche à faire pression sur les victimes ou sur des témoins? Et en fonction de toutes ces considérations, les juges rendront des décisions individualisées qui concernent vraiment personnellement le dossier pour que, au final, la détention provisoire reste l'exception quand on ne peut rien faire d'autre pour permettre de protéger la société. Renaud Girardin, qui dit détention provisoire, dit, on l'a bien compris, bien sûr, incarcération en maison d'arrêt, comme l'est la maison d'arrêt d'Épinal. On va revoir quelques images de l'audience de rentrée, l'audience solennelle de rentrée, donc c'était vendredi dernier donc au tribunal judiciaire d'Épinal. A été évoqué pour la première fois, messieurs, donc, le fait que depuis l'année dernière, il y a effectivement des détenus, condamnés ou dans une procédure d'appel, que sais-je, qui dorment effectivement à même le sol, sur un matelas au sol. C'est une première à la maison d'arrêt d'Épinal. Quel regard vous avez là-dessus? Et j'ai envie de dire, on a bien compris que la justice se durcit un petit peu, sauf que derrière, c'est un petit peu compliqué, évidemment, pour vos clients éventuels, parce que vous défendez soit des fois des parties civiles, soit des accusés. Renaud Girardin, quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que c'est cohérent? Moi, de la connaissance que j'avais on va le dire comme ça, du taux de remplissage de la maison d'arrêt d'Épinal, jamais je n'avais eu vent de ce que la prison était surpeuplée à Épinal. En revanche, ces derniers mois, effectivement, il y a plusieurs informations qui sont passées dans la presse en décembre et en janvier, justifiant que ce taux de remplissage dépassait les 100%. Je crois qu'en décembre, on était à 110% et 115% là en janvier. Grosso modo, 330 places à la maison d'arrêt d'Épinal. Tout à fait. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, à Épinal, il y a des détenus qui dorment sur des matelas dans des cellules qui sont assez réduites et des conditions d'incarcération qui sont difficiles. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce qui se passe sur le plan national avec un taux de remplissage qui est largement élevé, ce qui est dénoncé notamment par l'Observatoire des prisons depuis de nombreuses années maintenant. Je vous ai lancé là-dessus pour savoir est-ce que selon vous, ça a une influence sur la volonté de décréter, de décerner, quel est le terme? Je n'ai pas. Décerner, voilà, pardon, un mandat de dépôt. Est-ce que ça a une influence sur les juges ou pas? Ça, c'est une question je suis pas grand public d'importance. Je ne suis pas dans la tête des juges, mais on peut imaginer qu'ils ont cet élément-là à l'esprit lorsqu'ils ont à statuer et lorsqu'ils décident d'envoyer quelqu'un en maison d'arrêt. Ils savent que cette personne va évoluer dans des conditions difficiles. Et ça rejoint ce qui se disait, c'est que par rapport à la personnalisation de la peine, par rapport à la sanction qui doit être prononcée, ils doivent avoir cela à l'esprit. Alors vous avez les pouvoirs publics qui annoncent régulièrement la construction de nouvelles prisons, que des nouvelles places vont être disponibles. Il y en a, mais jamais à hauteur des promesses, notamment en début de mandat. Non, voilà. Ouais. Alors, le dernier moment où on a eu un taux de remplissage des prisons, on va dire, à peu près correct, c'est lorsqu'il y a eu la période du Covid, où on a traité ce problème de manière sérieuse, ou en tout cas on a pris le risque, notamment sanitaire, au sérieux, et on a décidé de vider autant que possible les prisons par le biais d'aménagement de peine. On n'a pas libéré les gens comme ça en les laissant dans la nature, mais on a traité de manière un peu plus efficace ces situations-là. Rémi Stéphan, quelle évolution dans les mois, les années à venir à propos de ce mandat de dépôt? Qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs de la part de la magistrature?
Alors, je pense que l'arsenal judiciaire existant, il est suffisant. Ouais. On n'a pas besoin de rajouter de nouvelles mesures, comme parfois le pouvoir politique a tendance à le faire dès qu'il est sensibilisé à un fait divers. Aujourd'hui, ce dont la justice a besoin, c'est de moyens. Elle a besoin d'enquêteurs dans les commissariats pour pouvoir sortir les dossiers. On observe qu'un certain nombre de plaintes sont traitées avec des délais beaucoup trop longs. Elle a besoin de magistrats et de greffiers pour pouvoir rendre des décisions dans des délais qui soient beaucoup plus courts. Petite précision, au tribunal judiciaire d'Épinal, la semaine dernière, on a appris que tous les postes sont occupés. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de postes, mais en tout cas déjà ils sont occupés. Il n'y a pas de postes vacants, il n'y a pas de magistrat. Alors, il peut y avoir des absences pour congé de maternité, etc., qui sont peu ou prou remplacées, mais tous les postes sont occupés. Ne le dites pas trop fort, Ludovic, parce que l'institution judiciaire nous montre que quand on est bien loti à un moment donné, malheureusement, on déshabille Pierre pour réhabiller Paul. Et c'est le jeu des vases communicants. Et ça, c'est vraiment ce dont souffrent les juridictions. En toute matière, les gens ont besoin que la décision de justice puisse être rendue dans des délais qui soient raisonnables. Et ce manque de moyens, ce manque cruel de moyens, pose vraiment difficile pour effectivement, les délais je me permets judiciaires. un dernier chiffre, parce que voilà, on est vraiment au lendemain de l'audience solennelle qui était vendredi dernier. L'année dernière, 12 crimes qui ont été jugés donc, au tribunal judiciaire d'Épinal, mais il y en a encore 33 en attente. Non pas que ce soit des délais en retard, etc. Bref, il y en a encore 33 dans le stock, qui vous appelez ça. Effectivement. Allez, messieurs, merci beaucoup. Application des peines, mandat de dépôt, on aurait peut-être pu rentrer un peu plus en détail, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Émission, numéro très didactique et pédagogique sur ce thème de l'application des peines et des mandats de dépôt. Merci à tous les deux, bonne continuation. Merci Ludovic. Merci Ludovic. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.